Bonjour, je m'appelle Nicolas Peters, je suis lead tech à Canal+. Si vous êtes ici, c'est peut-être que vous êtes comme moi un fan du terminal. Et c'est vrai que depuis quelques années, c'est un peu difficile de faire des applications en Java dans le terme, puisque le temps de démarrage de la JVM est relativement long. Je vais essayer de faire un petit peu un tour d'horizon de tout ce qu'on peut faire pour améliorer tout ça. Bon, tout d'abord, Picocli. Pour faire du terme, il faut parser une ligne de commande. Picocli est un outil moderne qui va vous permettre de faire ça. Alors, comment est-ce que ça marche? D'abord, une petite démo. Donc, j'ai écrit un petit client qui permet de générer des tokens JWT. Donc là, toute l'aide est générée entièrement par Picocli. Et Picocli permet de parser les attributs. Donc là, je génère un petit token JWT. Voilà. Alors, dans le code, comment ça se présente? Ça se présente de cette manière-là. Tout d'abord, une annotation @commande qui permet de mettre le descriptif, et ensuite, sur chacun des attributs de la classe, on retrouve toutes les options, tous les attributs de ligne de commande. Quelque chose de relativement standard. On trouve tout ce qui est la cardinalité des attributs à ce niveau-là, donc ça c'est déjà un peu plus moderne. Ensuite, tout ce qui est type, conversion de type, tout ça c'est géré par Picocli en natif. Donc ça marche très très bien. Au niveau du main, on trouve une seule ligne, l'appel de la méthode call, et à partir de là, on arrive sur la méthode call qui se trouve ici, et tout le bin est complètement chargé. Donc ça, c'est bien, c'est plutôt pas mal, on peut faire des choses assez sympas. Alors, petit tips qui n'a rien à voir avec Picocli, mais je tenais à en parler dès le début. Si on concatène un fichier shell plus un number jar, on obtient un fichier, on obtient un exécutable, donc quelque chose qui peut se runner directement dans votre terme. Donc plus besoin de taper les commandes avec Java jar. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Si on regarde ce qu'il y a en fait, votre terme va comprendre ce genre de choses-là et va le runner directement. Donc ça, c'est bien. Ma ligne de commande, elle est pas top parce que c'est un petit peu le bazar. Elle permet de faire d'encoder, décoder des tokens. Et là, on ne voit pas trop comment ça va marcher en termes de design. C'est pas super. Une meilleure manière d'organiser les choses, c'est de faire comme Git. Git, ils utilisent un système de subcommande. Et donc, du coup, là, on a une organisation beaucoup plus claire. Picocli permet de faire ça assez facilement. Petit truc sympa, Picocli permet de générer automatiquement tout le script bash pour faire l'autocomplétion. Donc ça, c'est natif à l'outil. Donc ça, c'est plutôt pratique. Au niveau du code, comment ça se présente? C'est subcommande, ça se présente de cette manière-là. Juste un arrobase subcommande et on ajoute les commandes et après tout le reste est pareil que ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc ça, c'est très pratique puisqu'à partir de là, vous avez quand même quelque chose d'assez pro. Alors quand on fait du terme, on a tendance à l'oublier, mais on est en train de dialoguer en fait avec le terminal en lui-même, entre l'outil de ligne de commande. Donc en fait, on est en train de discuter avec le terme sur un protocole qui s'appelle ANSI. Donc c'est un protocole qui contient des caractères d'escape qui permettent ensuite de passer des commandes. Bon, les commandes de base, c'est les commandes de couleur, je pense que vous l'avez déjà tous fait. Picocli vient avec un petit langage sympa qui va vous permettre d'avoir de la présentation un peu plus facilement, d'écrire tout ça beaucoup plus rapidement. C'est plutôt assez bien fait. Dans les caractères d'ANSI, il y a aussi des caractères qui vont permettre de jouer avec le curseur, donc de faire des backslash par exemple. Et à partir de là, c'est parti, on peut faire des animations, on peut faire plein de choses rapidement. Alors il n'y a pas que, le protocole ANSI pour dialoguer avec votre terme, il y a aussi tout ce qui est terme info. Terme info, ça a l'avantage d'être un protocole qui est bidirectionnel, donc du coup vous pouvez poser des questions à votre terme, il va vous répondre. Par exemple, la taille de votre écran, tout ce genre de choses. Donc c'est assez pratique. Pour faire du terme info, la meilleure solution, c'est de faire du Gline. Alors Gline, c'est un outil qui permet de faire des termes interactifs, comme celui-ci. Et il a le bon goût de s'intégrer avec Picocli. On peut marier les deux et donc réutiliser le même système de commande à l'intérieur du terme interactif. L'avantage d'avoir un terme interactif, c'est que le temps de démarrage de la JVM, on paye une fois et après on peut utiliser ces lignes de commande à l'intérieur. Donc c'est plutôt assez pratique. Une autre manière pour accélérer le démarrage de votre VM et l'utilisation de votre ligne de commande, c'est d'utiliser Nailgun. Alors Nailgun, c'est un principe client-serveur. On fait runner un serveur dans lequel on embarque le jar qui contient votre code. Ensuite, le client, c'est un client en C++ qui s'appelle ng, auquel on passe le nom de la classe qu'on veut exécuter. Là, il se connecte automatiquement au serveur et va exécuter le code côté serveur et va retourner les informations. Alors, petit truc, c'est que dès la deuxième exécution, on tombe à des temps d'exécution de 15 millisecondes, qui sont beaucoup plus corrects pour un outil en ligne de commande, en sachant que sur la version Java, on est plutôt autour des 300 millisecondes, rien que pour démarrer l'aide. Donc là, c'est pas mal. Bon, ça a le petit défaut de devoir démarrer un démon. C'est un peu le même principe que ce que vous avez avec Gradle, en fait.
Alors pour être encore un peu plus rapide, il faut passer en natif. Alors c'est ce que propose de faire GraalVM. Alors GraalVM, c'est un projet qui a été initié il y a à peu près 8 ans par Oracle. Ils l'ont rendu public il y a 1 an. C'est un projet qui se divise en 3 parties. Une première partie qui est la partie du haut, qui est une partie polyglotte. La partie du milieu qui est le compilateur Graal. Donc l'objectif du compilateur Graal, c'est de prendre du bytecode et le transformer en code natif. Il se décline sur 2 versions. Une première version pour le JIT, qui va permettre d'être intégré dans la hotspot, et une autre partie sur la partie Substract VM pour faire des applications complètement natives à votre OS. Donc ça, c'est cette partie-là qu'on va détailler. Alors comment est-ce qu'on fait la compile? Pour faire la compile, en fait, on appelle un outil qui s'appelle Native Image, donc qui est une ligne de commande très très compliquée, puisqu'il y a plus de 1000 paramètres dessus. On lui passe le jar qu'on souhaite compiler, et il va nous transformer notre jar en code natif. Alors, petit truc, ici on voit apparaître ce bloc-là, et on va détailler un petit peu ce que c'est. Ça, en fait, c'est l'exécution de la classe qu'on est en train de compiler. Donc là, vous voyez, on retrouve le même bloc. Alors, ce qui se passe, c'est que le compilateur GraalVM exécute les blocs statiques qui sont contenus dans votre code, afin de pouvoir optimiser la compilation et améliorer ainsi la taille du binaire. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'au moment de la compilation, votre code il va vraiment avoir 2 phases de vie. Une première étape au moment de la compile où il va runner les blocs statiques. Donc là, vous allez pouvoir initialiser des frameworks, stocker des valeurs. Et ensuite, au moment il va parser le code main, parser l'AST, et en déduire le code mort qui ne doit pas embarquer. Par exemple, ici, dans ce if-là, ma constante est toujours true, donc il ne va jamais intégrer cette partie de code à l'intérieur du binaire. Et donc après, une fois qu'il a fini de compiler, il va vous générer un binaire qui va être le suivant. Voilà. Qui va être le suivant. Donc du coup, il va runner, et les informations de date que l'on voit ici, en fait, c'est les informations de la date de la compilation et pas la date de l'exécution. Donc là, il a très clairement changé le run de l'application par rapport à ce qu'il devrait y avoir en mode hotspot classique. Alors, ce qu'il est incapable de faire au moment du parsing du code, il est incapable de comprendre tout ce qui est réflexion, tout ce qui est code avec de la réflexion, toutes ces choses-là, il va être incapable de le comprendre correctement. Et donc, c'est pour ça qu'il faut lui passer des fichiers de configuration en plus pour lui permettre d'ajouter dans l'évaluation de votre code tout le code qui est appelé par réflexion ou toutes les ressources que vous voulez avoir dans votre binaire à la fin. Donc là, c'est vraiment des fichiers de conf en plus à ajouter, donc c'est un petit peu douloureux à écrire, mais il faut le faire. Une autre manière de customiser votre application en native, c'est d'utiliser des solutions de substitution. Donc, quand vous allez intégrer des librairies tiers dans votre code, vous allez parfois rencontrer des problèmes, des choses qui ne sont pas compatibles avec Graal. Et donc, les gens d'Oracle ont introduit une notion de substitution qui vous permet de remplacer du code Java par une autre classe. Là, par exemple, mon code est relativement simple. On appelle cette classe qui appelle la fonction getMode qui lui donne le mode hotspot. Et je peux écrire une substitution de cette manière-là. Donc, en ajoutant un arrobase target class, en ajoutant un arrobase target class, en donnant la classe que je souhaite remplacer, et ensuite je lui donne un bloc avec une arrobase substitution et la méthode que je souhaite remplacer. Donc ça va me permettre de remplacer après compilation, d'avoir le code natif d'appeler la fonction que j'ai substituée. Donc ça va vous permettre de remplacer tout ça. Et c'est vraiment très très utile si vous souhaitez intégrer des libs qui font des choses un peu particulières, par exemple du parsing de classe pass, des choses comme ça pour aller chercher des différentes instances. Ça c'est vraiment la solution pour s'en sortir dans ces cas-là. Donc on a généré un code binaire, donc c'est bien, c'est cool, ça démarre plus vite. C'est une gestion de la mémoire qui est un peu plus fine, parce que du coup on instancie les choses beaucoup plus finement, il ne va pas allouer de gros blocs de mémoire. Ça a une latence qui est un peu plus faible, parce que le GC est un peu plus rapide, on n'a pas de JIT qui vient de perturber l'exécution, donc ça c'est assez intéressant. Tout ça, ça fait que c'est globalement assez Docker-friendly, assez container-friendly, voire même on pourrait imaginer faire des lambdas avec Graal. Donc ça, c'est plutôt assez pratique.
Par contre, puisque c'est un binaire, on perd une partie de l'outillage qu'il y a sur la JVM. Donc tout ce qui est JVM, tout ce qui est JMX, JVMTI. Donc JVMTI, c'est tout ce qui est derrière tous les outils du genre JStack, JMap, tous ces outils-là, vous ne les avez plus. Vous ne pouvez plus faire de dump. Vous n'avez plus toutes ces informations-là. Donc là, on sent que ça commence à devenir un peu plus compliqué. Bon, le temps de compile, on l'a vu, là j'ai compilé quelques lignes. Ça a pris énormément de temps, ça en prend encore plus quand vous intégrez plus de code. Il n'y a pas de compilation incrémentale, donc ça pique un petit peu. Et en plus, quand vous buildez quelque chose, vous allez builder pour un Mac, ça ne va pas marcher pour un Linux, il va falloir recompiler pour le faire tourner sur un Linux. Donc c'est un peu plus compliqué. Tout ce qui est conf, donc tous les fichiers de configuration que je vous ai montrés, toutes les substitutions, c'est assez douloureux à écrire, très clairement. Et vous allez faire des erreurs, et quand vous allez faire des erreurs, vous aurez des segfaults, parce que c'est un binaire, c'est normal, ça fait des segfaults. Vous allez être obligé de rajouter une deuxième couche de tests d'intégration dessus, pour valider que votre binaire est valide et que tout marche correctement. Donc c'est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air. Et c'est pour ça que je vous conseillerais d'aller faire du Graal, mais en utilisant des outils du marché. Alors parmi les acteurs qui vous fournissent des outils, vous avez d'abord Oracle, donc, qui est le développeur principal de la solution, qui font un énorme travail. Ils sortent des versions très très régulièrement, à peu près tous les 20 jours. Depuis le début de la présentation, enfin depuis le début du moment où je me suis intéressé au sujet, ils ont sorti trois releases. Ils ont prévu dans la version Enterprise du monitoring, des outils de monitoring au niveau de la mémoire, de mémoire. Il y a Spring et Micronaut. Alors Spring, ils ont fait une première démo il y a à peu près 8 mois sur Graal. Micronaut, c'est le dernier petit framework à la mode. Ils ont intégré la notion de Graal, en partie. Ils ont écrit quelques substitutions pour faire marcher native, faire marcher la partie serveur. Mais j'ai envie de dire, le principal acteur sur Graal, c'est surtout Red Hat avec Quarkus, où ils ont fait un énorme travail. Ils ont sorti le projet il y a à peu près 1 mois, où ils ont permis d'industrialiser tout ce qui est gestion des fichiers de configuration. Donc tous les fichiers, ils ont des systèmes d'annotation qui vont permettre de les générer beaucoup plus facilement. Ils ont intégré tout le cycle de vie du build, c'est-à-dire le build de l'image native, les tests d'intégration des images, tout ça, c'est intégré et c'est plutôt très très bien fait. Et ils viennent surtout avec des blocs d'extension supérieurs qui vont permettre d'ajouter du code en plus, tel que des clients Kafka. Ils ont écrit tout le code de substitution pour faire marcher un client Kafka, ce qui n'a l'air de rien, mais qui est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air pour le faire marcher sur du Graal. Donc ils viennent avec tout cet outillage-là, et ça donne à la fin un outil assez sympa à utiliser avec Quarkus. Pour la petite histoire, Picocli est intégré dans Micronaut, et donc du coup on peut faire des outils assez rapidement en Graal aussi avec Micronaut. Voilà, alors je vous ai mis un petit slide avec les références de tous les outils et de tout ce que je vous ai montré. Voilà, je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions ? Ouais. Alors la question, c'est quelle est la taille de l'exécutable ? Alors ça dépend. Ça dépend de ce qu'on met dedans, ça dépend du nombre de jars qu'on va inclure. Ça peut grossir assez rapidement, comme à peu près de la même taille qu'un exécutable Go, un peu plus. Par contre, le temps de compile est beaucoup plus élevé par rapport à du Go, on n'est pas du tout dans le même cycle de vie, quoi. Oui ? Non. Alors la question, c'est est-ce qu'il y a possibilité de cross-compiler ? La réponse, c'est non, on ne peut pas faire de cross-compilation. Par contre, à partir d'un Mac, rien n'empêche de démarrer un Docker Linux pour compiler sur un Linux, pour avoir un binaire Linux. Par contre, d'un Linux pour sortir sur un Mac, c'est pas possible. Une autre question ? Non. Bon, très bien. Merci.